Donc on m'a demandé de faire une intervention sur la motricité. Je crois que c'était ça l'intitulé, sa motricité. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de voyager sur motricité, technique de course, coordination, dissociation, tout ce qui fait un peu les qualités physiques des basketteurs qu'ils doivent avoir à 13 ans et même sur les U11, parce que plus on est coordonné, plus on est dissocié, plus quand même on est à l'aise techniquement et ça va vraiment être corrélé. Sur l'intervention, si vous voyez que c'est trop long, si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, d'accord, au lieu de rien dire et d'attendre que je parle dans le vide, vous levez la main, vous dites c'est chiant et je change. Donc ça c'est très bien. Si vous levez la main toutes les 3 secondes derrière, je m'adapterai. Je prends le défi, d'accord? Mais surtout, ne vous laissez pas, laissez-moi pas parler sur un truc qui ne vous intéresse pas, parce qu'on est vraiment là pour être dans l'échange et moi je vais vous apporter un truc que je sais un petit peu faire. Si vous voyez que ça ne vous intéresse pas, on change de sujet et on passe à autre chose. Ok? Et comme ça, à la fin même, ce qui serait bien, c'est qu'on va faire une demi-heure sur le thème, et j'aimerais bien qu'on se laisse un quart d'heure pour parler vraiment de prépa physique, alors adapté au U13, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. D'accord, qu'on fasse une petite ouverture là-dessus, et notamment sur les composantes de la vitesse. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc comme je vous disais, trois notions à prendre en compte. La première, et c'est la plus importante, dès U11, et ça je vous invite à l'instaurer dans notre club, c'est travailler sur la technique de course. Alors ça paraît un peu pénible comme ça, mais je pense que tous dans vos équipes, même en U15, parce que moi j'en ai, il y en a vraiment qu'on a l'impression ils peinent à courir. C'est vraiment catastrophique, peut-être plus chez les filles que chez les garçons, d'accord, mais ça c'est des trucs où malheureusement, apprendre à courir, pour certains c'est inné, pour d'autres il faut vraiment que ça s'apprenne et c'est un travail des fois de longue haleine, d'accord. Donc, est-ce que déjà vous faites ce constat-là ou pas? Parce que là, si vous ne faites pas, vous levez la main, on passe. Si vous le faites, je vous présente quelques exercices sur la technique de course. À la limite, est-ce qu'il y en a 2-3 qui peuvent participer? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous ravager pour prendre un dessert à midi. Et il y en a 2-3 qui peuvent participer ou tout le monde est blessé? On a le droit à un dessert plus? Hein? Je sais pas. Non, je te donnerai le mien. Non, il y en a. Bon, après, de toute façon, on demande toujours au même. On demande aussi qu'on connaît. Les jeux. Ce qu'on connaît. Il en faudrait 2, ça va pour tout le monde? Allez, parfait. 1, 2. Vous n'êtes pas blessé? Non, mais vous inquiétez pas. C'est vraiment simple. Vous n'avez pas de transpirer, il n'y a rien. Donc, sur le constat, les basketteurs, alors le basket engendre certains comportements. Problème de posture, donc c'est bien tous les épaules qui sont engagées comme ça vers l'avant. D'accord. Et une technique de course bizarre. C'est-à-dire que les athlètes, quand vous les voyez courir, Usain Bolt, ils courent avec les pieds vers l'avant, d'accord, en remontant le pied, etc., en griffant le sol, vous avez déjà tous entendu ça. Nous, les basketteurs, on court en général déjà la tête en arrière, parce qu'on court comme ça, là, et on court les pieds en arrière, d'accord. Donc on a un cycle arrière. En gros, je cours comme ça. C'est bon, pour la démonstration, je ne la referai pas, mais c'est ça, d'accord. Donc, comment on peut apprendre à lutter ça sur des exercices basiques? Les deux cobayes. Viens. Hein? Non, on parlait de cul en arrière pour le basketteur. C'est ça, parce que ça fait partie du truc. Quand les jambes vont en arrière, le cul suit, sinon. Donc, c'est bon? Allez. Alors, déjà, première chose qu'on doit travailler, c'est le fait de avancer le genou. D'accord? Tout est guidé par le genou. Tant que le pied sera accroché au genou, ça va. D'accord? Donc, voilà, regarde, je vais essayer de vous rassembler. Donc ici, on va partir sur les exercices que vous savez faire. En gros, à chaque fois que je vais monter mon genou, d'accord, en même temps, je vais monter mon pied. Ok? Je monte mon genou, je ne cours pas comme ça, je vais courir comme ça. Ok? Et on va essayer d'enchaîner ce mouvement-là. Pour l'instant, comme je viens de le faire, en rythme que je viens de le faire. Ouais, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais vous mettre en difficulté. Regardez bien, vas-y. Voilà. Donc vous voyez, avec les gants, forcément, c'est plus compliqué.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, tu vas monter le genou, monter le pied, ok? Donc ce mouvement-là, toc, et derrière, tu vas essayer de coordonner bras en même temps, ok? Ouais, 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 ouais. Donc là, vous voyez, il est recroquevillé comme ça, ok? Donc il faut se mettre bon. C'est des exercices que vous pouvez faire tout le temps, d'accord? Et après, vous pouvez faire sur le travail de fréquence. Ok, le basket, c'est uniquement des appuis en fréquence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur la multiplication d'appui, sur l'accélération, sur le changement de rythme, sur le 1 contre 1. D'accord? Donc tout ce que vous allez faire, derrière, vous allez faire en fréquence. Donc tu vas partir là, à chaque fois en remontant le pied. C'est bon? Oui. Allez. Remontez le pied, remontez le pied, remontez le pied, sans balancer vers l'avant. Juste remonter le pied. C'est bon, vous avez pris. Je pense que tu vas rester là parce que tu vas fatiguer. Donc voilà, t'inquiète pas, j'arrive. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire. Derrière, ce que vous devez donner comme repère à vos enfants, parce que c'est des enfants, vos joueurs U11 ou U13, donc ça va jusqu'en U13, c'est vraiment l'envie d'avancer le genou. D'accord? Mais ça paraît anodin, mais il faut vraiment les corriger là-dessus, parce que derrière, sur les notions de vitesse, il y a 20% à gagner. D'accord? Donc entre notre ami Robin et quelqu'un qui courrait un petit peu mieux, avec la même notion de base musculaire, je pense que celui qui courait un petit peu mieux irait un petit peu plus vite. D'accord? Donc vraiment ça c'est un truc à gagner, surtout que sur le petit terrain, on est vraiment que sur de l'explosivité et de la vitesse. Ok? D'autres exercices que vous pouvez faire sur la technique de course, c'est tout ce qui est coordination bras-jambes. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui courent donc soit avec les bras comme ça, là, d'accord, soit avec les bras dans ce sens-là. Ok, sauf que les bras dans ce sens-là, c'est tout simple. Si je fais comme ça ne me donne pas de force vers l'avant. Si je fais ça, je vais propulser vers l'avant. Donc c'est à dire qu'il y a un gain de force au niveau des bras, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut être coordonné. Donc vous pouvez vous pouvez faire par exemple des trucs que vous allez faire tous les deux. Donner des petits exercices sur la coordination de course. Donc c'est-à-dire par exemple à chaque fois que tu vas monter le genou. Donc c'est-à-dire que tu vas être comme ça pour l'instant en marchant, on va faire tranquille. Chaque fois que tu vas monter le genou, ici tu vas toucher le talon, d'accord? Et ensuite tu vas appuyer ici. Hop, monter le genou, toucher le talon, monter le genou, toucher le talon, monter le genou, toucher le talon. C'est bon? Pour l'instant, donc là c'est pas ça, c'est à chaque fois que je vais monter le genou là, tac, toucher le talon et ensuite vers l'avant. On veut vraiment donner ce cycle vers l'avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez monter le genou ici, vous allez toucher vers l'avant, et à chaque fois que je vais mettre mon genou, mon talon, pardon, je vais toucher ici. Chaque fois que je vais mettre mon genou vers l'avant, je vais toucher avec la main opposée. Donc c'est-à-dire que je vais faire ça. D'accord? Ça. Ah, très bien. Simple. Ouais, c'est pas mal. Donc en fait, si vous voulez donner ces repères-là, en gros, c'est quand je vais courir, quand je m'arrête comme ça, je dois avoir la main ici vers le talon. D'accord? Quand je vais passer le genou ici, je dois avoir ma main vers le genou. D'accord? Donc dans votre technique de course, il faut lui faire comprendre que la main doit être au talon et ensuite la main opposée doit être au genou. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez partir sur des petits exercices, hein, juste par exemple avec la jambe droite, où vous allez avoir main talon, main genou, main talon, main genou, main talon, main genou, main talon, main genou. D'accord? Ensuite, initier avec les deux jambes, d'accord? Et ensuite, les corriger sur de la course réelle. Parce que là, c'est bien gentil de faire ça, mais il faut vraiment que sur du sprint, on soit capable d'avoir cette même gestuelle de course. Ok? Quoi? Vous pouvez lever là. Ok. Hein? C'est bon. Donc, derrière, je vous invite sur tout ce qui est notion de course à travailler surtout U13 et U15, tout ce qui est notion de vitesse. D'accord? À savoir que dans la vitesse, après U15, il y a des choses qui sont irrémédiables. D'accord? Donc c'est-à-dire que par exemple sur les séquences, donc c'est-à-dire que si je fais avec Robin, je mets mes mains ici, tu vas faire toucher le plus vite possible, mais tes genoux à mes mains. D'accord? Un par un. Go. Par exemple, sur cette fréquence-là, je peux travailler pendant 10 ans avec Robin, je pourrais très peu la changer. D'accord? Et donc la fréquence, elle est ce qu'elle est, je ne sais pas si elle est bonne, je ne sais pas si elle n'est pas bonne. D'accord? Mais en tout cas, elle est fixe. Ok? Alors que ça, par exemple, là-dessus, c'est hyper important. D'accord? Si on ne travaille pas en U11, en U13, en U15, derrière, c'est fini. Donc je vous invite à travailler vraiment sur les notions de fréquence
Donc ça peut être, évidemment, vous n'allez pas faire une séance de fréquence, ça ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous faites une séance de basket, sauf que sur le côté, quand ils font les fondamentaux, au lieu de revenir sans rien faire, soit vous calez une échelle, soit vous calez un exercice de fréquence, et du coup vous intégrez votre séance de prépa physique dans votre séance de basket. La priorité reste le basket, tout en haut, en bas on a la prépa physique, mais par contre la technique de course doit avoir à un moment donné une certaine importance. Ok? Donc ça, c'est la première chose qui dans la vitesse est irrémédiable. Deuxième chose, c'est la vitesse max. Souvent on se plaint d'avoir des joueurs qui vont pas vite. Or, un joueur de basket peut tranquillement faire sa carrière sans jamais avoir atteint sa vitesse maximale. D'accord? La vitesse maximale en gros c'est 40 mètres pour l'atteindre. Le terrain de basket fait 30 mètres. Donc ça veut dire que vous avez des joueurs qui arrivent à 40 ans qui ont jamais couru aussi vite qu'ils pouvaient. D'accord? Donc comment faire varier c'est comme si je vous dis, on va dire, on veut rendre un joueur plus vite, plus adroit à 3 points, on ne fait jamais jouer à 3 points, on ne fait jamais tirer à 3 points. D'accord? Donc comment faire varier une vitesse qu'on n'a jamais atteinte? C'est absolument impossible. Donc je ne vous dis pas d'aller faire des grandes séances de piste, parce que là encore, ça ne nous sert à rien. Mais par contre, je vous dis que peut-être sur des cycles de 3 mois, si vous prenez 2 minutes, parce que ça prend 2 minutes, pour faire 3 sprints, donc là je vais partir en bas de gymnase. Donc ceux qui ont des gymnases de 25 mètres, vous allez avoir le problème, mais c'est pas grave. Peut-être que je fais partir Robin de là-bas et je le fais courir jusqu'à là-bas et on va atteindre sa vitesse maximale et cette vitesse maximale va influer sur les qualités de vitesse. Et là encore, la vitesse maximale, après 15 ans, elle devient pas irrémédiable parce que si on fait de la muscu, tout ça, on va avoir des gains, mais sur vraiment de la course, le gain peut être limité. Okay, alors c'est vraiment une composante importante du basket. Donc deux choses à faire, la technique de course avec U11, U13, donc les exercices derrière, vous pouvez faire travailler aussi, ce qui est bien, c'est de travailler tout ce qui est force en résistance, d'accord? Donc c'est-à-dire travailler votre technique de course avec élastique, donc ça permet d'être vraiment U13. Ça permet de travailler un petit peu plus musculairement et ça permet de diminuer un peu la fréquence gestuelle. Donc d'apprendre correctement la course et ensuite on enlève l'élastique pour passer vraiment à de la fréquence pure. Ok? Donc ça vous pouvez le faire dans la progressivité. Deuxième chose à faire et à travailler, c'est tout ce qui est travail de coordination. D'accord? Donc déjà de coordination au niveau des appuis, ça c'est le plus important. Ok? Donc là, on va passer sur l'échelle de course, donc tout le monde connaît. Plus ou moins, tiens, Romain, tu peux mettre ta face. Tous les exercices, tout le monde a des échelles de course dans son gymnase? Qui n'en a pas? Non. Parfois, on n'a pas d'échelle de course? Ah bon. Donc une échelle de course, ça vaut 20 €, ça dure 20 ans, donc ça fait pas beaucoup par mois. Donc n'hésitez pas à en acheter une, et c'est la même chose. Ça, c'est des fois pendant des séances, vous la laissez tout le temps dans le gymnase, et après ils y vont quand ils veulent. D'accord? Mais c'est vraiment la base de la base. Ok? C'est tout ce qui est. Et le but vraiment, c'est d'influencer le travail technique. D'accord? Donc on le verra tout à l'heure avec la coordination avec la balle, notamment sur le pied-balle. Ok? Ça a une coordination qui s'apprend et ça influe directement sur la technique. C'est pas du tout décontextualisé du basket. Hein. D'accord? Le travail d'appui sur des gens qui ne savent pas faire un départ croisé en avançant le genou et le coude, ça paraît quand même difficile derrière. Si on n'arrive pas à le faire déjà d'un point de vue physique, ça paraît difficile de faire un bon départ en vrille d'un point de vue de basket. Ok? Sur les exercices d'échelle de rythme, quels sont les exercices que vous connaissez? Vas-y. Vas-y. Moi? Ouais. Je sais pas. Parfait. Donc, première chose, je vous donne 10 000 exercices. Donc le 1-2, 1-2 que vous connaissez bien, le 1-2-3 qui est beaucoup plus compliqué, alors qu'on rajoute juste un appui. D'accord? Ce qu'a fait Robin, 1-2 extérieur. D'accord? Ce qui est important aussi au basket, c'est pour les appuis, surtout sur les appuis latéraux, ça peut être faire 1 ici, et donc 1 ici, 1 ici, 1 ici. D'accord? Jusqu'au bout. Ok? Tous les appuis. Tout le travail d'échelle de course, donc le basket c'est un sport bien particulier, parce que souvent on est en arrière. Donc je vous invite à faire tous les exercices que vous faites en avant, les faire aussi en arrière.
D'accord? Parce que savoir faire des appuis vers l'avant, en sachant que les seuls appuis vers l'avant qu'on fait au basket, c'est courir et multiplier les appuis, et après tout ce qui est cross, tout ça, mais où on croise. Mais sinon, beaucoup d'appuis sont vers l'arrière. Donc sur les notions défensives, par exemple, faire une séance de défense, coller 2 échelles de course, et derrière faire de la motricité en arrière pour ensuite la retranscrire sur le terrain, ça peut être quand même très intéressant. D'accord? Ça n'a pas révolutionné le basket. Hein. Okay, mais par contre, c'est un élément qu'on peut associer et qui peut rajouter un truc dans notre entraînement que bien souvent, nos séances défensives, elles se ressemblent assez souvent. Bien souvent, ça fait 2 fois souvent, elles se ressemblent beaucoup. Ok? Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez travailler tout ce qui est coordination, donc de pieds. D'accord? Sur tous les appuis alternatifs. Donc ça peut être ça peut être ça. D'accord? Et après, ce qui est intéressant, vas-y Robin, vous allez faire, c'est d'associer la coordination des appuis à la coordination du haut. Donc là, c'est là où on arrive souvent à avoir beaucoup de problèmes. Vas-y, tiens, tu peux y aller. Non, pour l'instant, pas de problème. Donc ça veut dire, par exemple, vous pouvez et vous devez faire ça parce qu'en basket, tout est dissocié. D'accord? Donc quand je fais un double pas, mes appuis sont dissociés du haut, etc. Tous les coordonnées et tout en même temps, le haut fonctionne d'une certaine façon, le bas d'une certaine façon. À chaque fois, donc tu vas partir par exemple sur pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. À chaque fois que tu poses le pied droit, tu lèves la main. C'est bon? Pour l'instant, top. Pas trop vite parce qu'après tu vas te blesser. Voilà. Donc ça, c'est des exercices qui sont tout cons, mais par contre qui, au niveau de la dissociation, sont hyper importants. Et vous verrez que sur des U13, c'est déjà sur des seniors, c'est compliqué. Et sur des U13, c'est vraiment compliqué. Derrière, vous pouvez partir sur tout ce qui est par exemple appui intérieur. Chaque fois que je fais appui intérieur, tu vas lever les deux mains. Donc c'est intérieur, lever les deux. Vas-y. En alternative, les appuis. Ouais. Allez, en alternatif. Donc c'est-à-dire par exemple, c'est pas comme ça. C'est bon, parfait. Très bon exemple. C'est pas le bon appui. Ok? Donc par exemple, avec 13, il n'a pas fait. Ok? Derrière, vous pouvez partir sur tout ce qui est les appuis simultanés, plein de choses. Ça peut être lever le ballon, ça peut être par exemple passer le ballon dans le dos, prendre la balle, passer le ballon dans le dos, prendre la balle, passer le ballon dans le dos, prendre la balle, etc. D'accord? Donc on peut inventer une multitude d'exercices là-dessus. Sur les U13, c'est intéressant. Ok? Même chose, différents exercices qu'on peut demander, par exemple, sur. Donc ce qui est intéressant sur la technique de course, c'est la qualité de la pose de pied. Ce qui est intéressant. Toujours, si ça vous fait chier, vous le lèvez. Donc ce qui est important, rebondir comme ça en étant bien coordonné, en ne faisant pas le genou vers l'avant. D'accord? Pour avoir le plus grand saut possible. Faites pas ici, hein. Tu vas doucement, juste pour le jeu. Okay? Qualité du pied, donc quand tu poses, quand tu jettes, quand tu sautes, ton pied est remonté. D'accord? Et quand tu vas taper le sol, ton pied va taper pour remonter. C'est bon? Pas avec le talon, juste avec la pointe de pied. C'est comment? Ouais. Juste avec la pointe de pied, juste avec la pointe de pied. Donc ça, sur la coordination comme ça, on peut en avoir plein. Le fait de, par exemple, de sauter, de amortir le choc et de ressauter, 80% de vos joueurs vont pas y arriver. D'accord? Ils vont faire ça, se bloquer, sauter. Alors qu'il faudrait faire, être coordonné, pour avoir le même mouvement. Vas-y, faites, pour avoir le mouvement unique. Très bien. Validez l'exercice. C'est bon? Donc cette coordination-là, elle est importante. Autre chose que vous pouvez avoir avec ballon, et ça vous pouvez vous en servir comme échauffement, c'est par exemple tout ce qui est, donc tout ce que tu vas faire, c'est courir, passer la balle dans le dos, ça vous savez. Par exemple, ça peut être sur des foulées mondissantes. D'accord? Donc foulées mondissantes ici, ce que tu vas faire, tu vas faire foulée mondissante au début et tu vas juste la balle dans le dos, sur deux foulées mondissantes. Retomber sur le même appui. Ça, les filles, faire ça et retomber sur le même appui, très compliqué. Je sais pas pourquoi. Mais après, ça paraît difficile de faire pas mal de choses quand on est incapable de faire ça. Maintenant, tu vas partir. Ce que tu vas faire, c'est à chaque fois que tu vas monter donc la foulée mondissante, tu vas passer la balle entre les jambes. C'est bon?
Bien. C'est bon? Donc là, par exemple, il y a une jambe, t'es droitier. Jambe droite, ça fonctionne. Jambe gauche, impossible. Ok? Donc vous voyez, déjà, même avec un senior, on arrive à voir pas mal de trucs. Ok? Junior, attends pour moi. Maintenant, ce que tu vas faire, quand tu es droitier, quand tu montes ta jambe droite, tu vas la faire entre les jambes. Quand tu montes ta jambe gauche, jambe gauche. Tu montes ta jambe droite, entre les jambes, quand tu montes ta jambe gauche. C'est bon? Donc là, du coup, on est plus sur une notion de full body start. On est sur une notion de. Tac, c'est sur Facebook WBT? C'est bon? Donc on est bien sur une notion de full bondissante. On est sur une notion de full bondissante. Et derrière, sur nos techniques de course, quand il y a full bondissante, il y a le positionnement du pied, d'accord? Et derrière, on est sur le travail. Là, le travail des bras, en fait, ça permet de travailler notre technique de course. Ok? Autre chose, par exemple, sur la coordination, tu peux très bien partir. Ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire donc deux appuis intérieurs, deux appuis extérieurs, deux appuis intérieurs. Chaque fois que tu poses un appui intérieur, tu lèves la main. Comme un peu tout à l'heure. Bon? En simultané. Je te laisse filmer, Steph. Tac. Tu lèves. Oui. 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 Parfait. Donc ça, c'est le niveau 1. D'accord? Dès qu'on est en simultané, c'est le niveau 1. Maintenant, tu vas faire un alternatif. Donc ça veut dire que tu vas faire toc, 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 et là, tu lèves la main. Là, tu lèves la main. Ouais, en séquence. Tac. Ouais, c'est pas mal. Niveau 2. Niveau 3, ça va être d'alterner. Donc l'alternatif au niveau des jambes et l'alternatif au niveau des bras. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas faire 1, 1 ici, et là, tu vas lever la balle, la main droite. 1, 1, 1, 1, lever la balle, la main gauche. D'accord? Tac, tac, tac. C'est bon? Allez. Vous voyez la fréquence? Vous avez entendu le rythme des appuis? Toc, 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 toc. D'accord? Donc nous, on veut vraiment que ça soit dissocié. C'est-à-dire que ces appuis soient ça, et ensuite ces mains fassent autre chose. Mais vous voyez que dans la dissociation, et c'est l'essence du basket, il y a quand même énormément de travail. Donc c'est pour ça que le travail que je vous présente, même s'il paraît pas loin du basket, parce que c'est pas non plus très loin du basket, même s'il paraît anodin, il est quand même à mettre dans les séances, d'accord? Comme la prévention de blessures, comme le travail de vitesse, le travail de... Par exemple, dans la vitesse de réaction, c'est un truc qui se travaille avant 16 ans. Vous voyez, donc vous pouvez proposer plein de trucs de vitesse de réaction. Vous mettez des plots de couleurs, il ou elle est au milieu, d'accord? Puis vous annoncez la couleur, vous annoncez. Donc ça fait travailler vitesse et ça fait réactivité des appuis, ça fait vitesse de réaction, machin. Derrière, vous faites la même chose, sauf que vous avez la balle, hop, et vous faites la même chose, donc 4 plots autour, et puis derrière, vous avez un passeur, d'accord? Donc c'est-à-dire vitesse de réaction, donc je lui dis rouge, machin, dès qu'on lève la balle, poum, je dois faire la passe. Hop, je reprends la balle et en travaillant mes appuis, d'accord? Et ça, vous pouvez en inventer 10 000. Ok, mais il faut vraiment initier ça. Qu'est-ce que... C'est bon, c'est pas bien? Ouais. Donc... Est-ce que vous avez des questions? Des remarques surtout? Pas des questions, parce qu'il n'y a pas de questions. C'est beaucoup de la dissociation au bas là. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir la dissociation gauche-droite? Ouais. Voilà. Alors, avoir la dissociation gauche-droite. Parce que le basket, on est beaucoup sur le travail. Sur le travail, vas-y. Sur main gauche, main droite, sur le travail de deux mains, de deux côtés aujourd'hui. Ouais, mais alors le travail de main, si tu veux, tu l'amènes dans l'aisance. Non, pas forcément des mains, mais beaucoup. Si tu veux, tu as tous les trucs sur dissociation, par exemple, tu sais, tous les trucs où tu vas mélanger des techniques de course. Exemple, tu sais, tu fais un côté talon-fesse, un côté montée de genou. Tu vois, donc ça, tu vas travailler dissociation gauche-droite. Derrière, tu as tous les trucs. Mais après, c'est vraiment dans la dextérité. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces exercices-là qu'on fait sur l'échelle, on peut les faire sur une séance de dextérité, d'aisance avec la balle. D'accord? Donc on peut très bien faire notre exercice d'appui, par exemple si on arrive dans un niveau vraiment avancé, notre exercice d'appui, dribbler avec la main droite, jeter une balle avec la main gauche, reprendre avec la main gauche. D'accord? Du coup là tu travailles tout en même temps. Mais déjà le fait de dribbler avec la main droite, jeter, déjà le faire sans s'inverser, c'est compliqué. Tout à l'heure par exemple, faire passer sous la jambe et là passer dans le dos, ça devient compliqué. Si on fait passer sous la jambe, jeter la balle sur la deuxième, reprendre avec l'autre, si tu veux, là tu vas être sur des dissociations droite-gauche. Je sais pas si c'est la réponse que... Sinon, c'était pour voir un peu
quelques situations. Ouais, mais tu vois, moi, je pense que ça, couplé à de la dextérité, c'est le mieux. D'accord? Donc c'est vraiment. Parce que si tu veux, il faut qu'il arrive à se déconcentrer des appuis. Tu vois, tout à l'heure, les deux, là, ils étaient concentrés sur leurs appuis. Et du coup, tu as vu la vitesse d'exécution de l'exercice, elle est hyper basse. Ok? Alors que nous, on veut vraiment travailler avec, à 10 000 à l'heure. Ok? Le but du basket, c'est ça. 30% des efforts basket, c'est des appuis spécifiques au basket qui sont faits à grande intensité. Ok? Donc nous, on veut travailler ces appuis-là. Et du coup, après, dans la technique, sur les par exemple, sur les trucs de pied-balle. Alors, la notion de pied-balle. Par exemple, de courir. Si je te demande de courir, vas-y, cours tranquille, vous êtes dans le gymnase, va pas trop loin. À chaque fois que tu poses appui gauche, tu fais pied-balle, sans changer la technique de course. Hein. Chaque fois que tu poses appui gauche, tu fais pied-balle. Vas-y. Ouais. Là, vous voyez, par exemple, là, ça, c'est les appuis qui se calent sur le ballon et pas le ballon qui se cale sur les appuis. Vous avez remarqué ou pas? C'est-à-dire qu'il a couru comme ça, comme ça, comme ça. Alors qu'il faudra arriver à ce que soit la course soit la même, que ce soit vraiment le ballon qui se colle aux appuis. D'accord? Mais ça, c'est un travail qu'on peut faire en petit sur des notions de pied-balle, de pied-balle. Et que derrière, on s'en sert sur toutes les techniques. Sur le tir en course, s'ils font pied-balle à la fin, on n'a plus aucun problème de tir en cours. Sur les départs en vrille, sur les changements de direction, sur le fait de multiplier les appuis, de passer à chaque fois sur le bon appui. Et ça, c'est un truc qui peut s'initier dans la technique de course, dans le fait de dissocier, je vais y arriver, le ballon, chez nous c'est ce qui nous intéresse, dissocier le ballon des appuis. Autre chose sur lequel j'aime bien insister, c'est sur le caractère, on va dire, naturel de pas mal de techniques, de gestes et juste 2 minutes là-dessus. En gros, il y a pas mal de choses qu'on cherche souvent dans le basket. Par exemple, je pense que vous avez tous dit, faire un tir en course, par exemple, apprendre le tir en course. Donc comment vous apprenez le tir en course à des gens qui ne savent pas faire? Allez-y, hein, je pense que vous ne l'apprenez pas comme ça, c'est sûr. Personne ne veut donner... en gros, la démarche. La démarche, c'est quoi? C'est des ateliers, c'est quoi? C'est pas de multiplier les ateliers, au contraire, c'est faire quelque chose de très simple, à base de tour, on va faire un tour, puis décomposer les gestes doucement, en allant doucement au début pour qu'ils arrivent à comprendre un petit peu Comprendre quoi? comprendre l'alternance qu'il y a entre droite-gauche, monter la balle, extension du bras complet, voilà, on est un peu dans cette recherche-là. Après, effectivement, il y a des gosses, ça va arriver à maturité assez rapidement, et puis il y en a d'autres, on se pose la question, s'il faut continuer de bosser comme ça. Quoi. Moi je suis d'avis, alors je suis d'accord, ça je l'ai fait, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des trucs de latte, machin. Et en fait, derrière, je me disais, mais en fait, le double pas, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on fait toujours, en permanence, toute la journée, on fait des doubles pas. Dès qu'on marche, on fait des doubles pas. Dès qu'on saute, on va faire un double pas. Et je suis parti de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se concentre plus sur la composante physique? C'est-à-dire que si je demande à un gamin de U11, U13, tu sprints et derrière, je veux que tu touches le plus haut possible, tu essayes de toucher la planche, quel comportement lui il va adopter? Est-ce que naturellement, il va pas, sans ballon pour l'instant, est-ce qu'il va pas courir? Est-ce qu'il va pas, alors la première fois, il va peut-être faire s'arrêter, tac, et essayer de sauter. Ça, c'est possible, d'accord? Mais si on lui dit, par exemple, on lui interdit de sauter sur 2 pieds, est-ce que lui, il va pas développer le comportement du tir en course? Tout simplement, d'accord? Est-ce que le fait de monter le genou, enfin, dans le domaine physique, ça n'existe pas, ça sert à rien de monter le genou. Alors si on dit, ouais, machin, on monte le genou, mais si on veut sauter plus haut, si on lui demande de sauter plus haut, naturellement, quand on saute plus haut, il ne va pas sauter comme ça. D'accord? Si on lui demande de sauter plus haut, par exemple, sur les tirs en course, personne n'est fléchi sur les tirs en course. Si je demande à Robin de sauter le plus haut possible, je lui dis sauter le plus haut possible. Oh. Vas-y, hein. Non, Robin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fléchi et ensuite il a sauté. Maintenant, combien il y a de joueurs qui, sur le tir en course, vont se fléchir pour ensuite sauter? Tous les joueurs, ils font des sauts vers l'avant. D'accord? Si on fait comprendre la composante physique, le fait de sauter, c'est naturel. Naturel, on va se fléchir, on va sauter. Par exemple, sur un tir, combien de joueurs, on n'arrive pas à faire comprendre, à faire sauter les joueurs sur un tir?
D'accord? À faire fléchir. On dit, ouais, fléchis-toi. Il tire qu'avec les trucs. C'est une composante physique. Si je j'ai la balle là, toc, machin. Par exemple, tous les joueurs qui sautent vers l'avant quand ils tirent. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qu'on peut comprendre facilement. Si je fais ça, toc, mon ballon il reste sur ma main. Si je fais ça, mon ballon décolle de ma main. Une fois que le gamin a compris ça, derrière, bon, bah, je sais que là j'ai donné de la force. Quand je saute vers l'avant, j'en ai pas donné. Donc nous, la consigne, elle devient naturelle. Des appuis alternatifs, comment ça se fait qu'un gamin n'arrive pas à faire gauche-droite pour tirer? Il y en a plein. Je ne sais pas si vous avez rencontré le même problème que moi. Mais tout le monde arrive à faire ça, alors que ça, c'est pas naturel du tout. Et personne n'arrive à faire ça. Alors que ça, si je viens de dire bonjour, si tu veux, je vais pas arriver devant toi et faire comme ça. C'est naturel. C'est naturel. Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Si je demande, si je pousse Robin, libre, toc, donc là je te pousse. Merci. Si tu veux pas que je te pousse, qu'est-ce que tu vas faire? Toc, ça c'est naturel. Ce mouvement-là, qui est-ce qui l'a sur le tir en course? Peu de gens vont faire ça sur le tir en course pour se protéger, pour éviter de perdre le contact. Alors que c'est un mouvement qui est naturel. D'accord? L'arrêt alternatif, il est naturel. Et le fait d'aller au double pas, de sauter le plus vite possible, toc, et d'aller vers le haut, c'est naturel. Et derrière, peut-être qu'il y a un truc à creuser sur ces éléments naturels que des fois, on se dit, ouais, on met 25 000 plots, machin, et en fait, à mon avis, on se trompe là-dedans. Et si on part du domaine physique... Ouais, mais si tu veux, sur des exemples simples, je pense que toi, si tu... par exemple, sur les arrêts alternatifs, si tu veux, si tu as ton pied-balle, si tu as appris ça au départ, machin, gamin, et ensuite tu lui demandes de s'arrêter naturellement, comment ça se fait qu'il fait un arrêt simultané? C'est parce qu'à un moment donné, on lui a dit, machin, arrête, si tu veux, ça c'est pas naturel ça. Alors que si tu lui demandes de t'arrêter, donc il faut peut-être essayer de décomplexifier le truc en disant, mais ne vous stressez pas sur vos appuis, etc. De toute façon, tu prends les exemples que j'ai donnés, de toute façon, quand tu fais le truc du bonjour, là, tu vas voir, là, tu dis bonjour, tu as fait quoi au niveau des appuis? Tu as fait alternatif. Donc comment ça se fait que derrière, on se prend la tête sur des trucs, si tu veux, à mettre trop de technique, derrière, en fait, on oublie l'aspect physique qui est mécanique, qui est très facile et que tout le monde a. D'accord? Je sais pas si ça vous fait réagir ou... Ouais, mais sur un double pas, de partir sur des exemples naturels, ok. Le double pas, mettre un arrêt alternatif et puis décoller l'appui pour dire c'est un double pas. Derrière, il va falloir enchaîner avec le ballon. Donc on est là dans la dissociation des membres inférieurs, des membres supérieurs. Et c'est là où le gamin va se poser plein de questions. Il va oublier tout ce qu'il fait en bas. Parce que regarde, quand je te demande d'aller chercher le plus haut possible, tu vas faire quoi? Le gamin, il va sauter et puis il va aller chercher le plus haut possible. Après qu'il ait le ballon, qu'il n'ait pas le ballon, il va aller chercher le plus haut possible. Tout à l'heure, c'est toi qui me parlais de bras tendus, tout ça. Oui. Voilà, il va aller chercher le plus haut possible. Donc peut-être que la seule consigne sur le tir en course, c'est le fait d'aller vite et d'aller chercher le plus haut possible. Après, je suis d'accord, hein, il y a le fait d'arrêter au bon moment de drill et d'enchaîner. D'accord? Ça, c'est le deuxième truc, j'ai pas la solution. Mais par contre, peut-être que la seule consigne du tir en course, c'est d'aller très vite. Et souvent, on oublie ça, c'est-à-dire qu'on a des gamins, quand ils arrivent en tir en course, 1, 2, et ensuite ils tirent, ils vont 10 fois moins vite sur leur tir en course. Du coup, ils se fléchissent pas parce que de toute façon, ils pourront pas sauter. Du coup, ils perdent en hauteur, du coup, ils perdent en efficacité. Et du coup, ça nous questionne là-dessus. Et peut-être qu'une consigne suffirait. Aller le plus vite possible, aller toucher le plus haut possible. Plus après les aspects faciles. Même chose par exemple dans la contre un en dribble. Dans la contre un en dribble, moi ça fait 2 ans que je fais ça, je m'occupe uniquement de la composante physique. C'est-à-dire par exemple, les gars, désolé. Donc par exemple, si vous faites un exercice, le contre un en dribble, c'est quoi? C'est du changement de rythme, de la vitesse de démarrage, de freinage, de redémarrage, du changement de direction, de la multiplication d'appui, tous ces travails d'appui. Ces travails d'appui, est-ce qu'on les bosse réellement? Est-ce que vous faites des travails où on bosse la réactivité d'appui, tout ça? Peu, on le bosse toujours dans le dribble. Sauf que le dribble, c'est une contrainte. La balle, c'est une contrainte pour l'instant. D'accord? Et que du coup, des fois, à trop vouloir insister sur le dribble, tout ça, on en oublie quand même le plus important, c'est le travail d'appui, d'explosivité, de changement de direction, de changement de rythme. D'accord? On a beau faire des super dribbles, si derrière on a les pieds dans le plancher, derrière, on n'arrivera jamais à arrêter. Est-ce que vous voyez, c'est bon, on fait le même constat? C'est que des fois, on se perd dans le dribble, alors que du coup, un contre un dribble se passe quand même
ça se passe quand même dans les membres inférieurs. Même chose, je ne sais pas si vous en avez, moi j'ai des joueuses en l'occurrence, hein, j'ai pas de joueurs mais qui ont ce problème-là, mais des joueuses où j'ai l'impression qu'elles n'arrivent pas à changer de rythme. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles vont vite tout le temps, alors elles vont vite, mais elles ne comprennent pas la cassure de rythme, le fait de ralentir et poum, de réexploser. D'accord? Donc pour lutter contre ça, je me suis dit que je vais enlever complètement ce qui pose problème. Donc je vais partir que de la composante physique. Ok? Et donc là, on est sur tout le travail de motricité qu'ils vont développer qui est spécifique au basket. Par exemple, vous êtes ici, vous avez le quart terrain. D'accord? Donc vous avez ce quart terrain. L'exercice, il est bateau. Hein. Vous n'attendez pas à un truc exceptionnel, vous êtes déçus. Mais toi, ton but, c'est que quand tu passes la ligne rouge là-bas, d'accord, de milieu de terrain, je vais pas faire courir jusqu'au bout, lui, il soit incapable de poser la main sur toi. Donc là, tu peux poser la main, ça sert à rien. Par exemple, là, exercice loupé. C'est-à-dire que là, il a passé le milieu, il a posé la main sur lui, il n'y a eu aucun travail d'appui, aucun changement de rythme, aucun changement de direction. Techniquement, à rajouter des feintes, tout ça. D'accord? Mais l'aspect premier de la contre-landry, c'est le travail que je viens de faire au niveau des appuis. C'est le travail du boxeur. C'est le travail du boxeur, je ne sais pas, certainement, oui, peut-être. Oui, c'est ça, ouais. Le fait de action-réaction en permanence. Et le basket, en fait, c'est le basket. Petit travail qu'on peut faire avec les si tu connais, c'est toucher les épaules, les genoux. Ouais, c'est ça. À deux, c'est très intéressant. Ce travail d'appui, mais voilà. Mais là, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment travailler sur la question de rythme, tu vois, faire comprendre ça. Et derrière, dans l'exercice, moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple sur de la motricité, donc là, je suis encore dans l'antenne, mais si vous voulez, si on sort là d'un plus sur l'aspect basket, donc vous pouvez faire ce travail-là. Ce travail-là, par exemple, sur quart terrain, comme on vient de le faire. Donc au début, les U13, ils ne vont pas y arriver du tout. Vous allez voir qu'ils vont essayer de faire des grandes courses, tout ça. Vous leur laissez tout le demi-terrain. D'accord? Derrière, vous faites la même chose, sauf que vous leur laissez que le quart terrain, comme je viens de faire. Ok? Derrière, vous leur laissez qu'un couloir de 3 mètres. D'accord? Derrière, vous les faites partir de là-bas, ok? Et vous les faites face au panier, que dans leur couloir dans la contrat. Derrière, vous mettez deux plots, un peu ici. Le défenseur est ici, l'attaquant arrive et doit faire la composante physique entre les deux plots pour essayer de passer. Derrière, si on arrive à ça, au niveau de la composante physique, c'est réglé sur le 1 contre 1. Donc après, comme nous, on leur a appris la technique, etc., derrière, ça va être réglé dans le 1 contre 1 en groupe. Mais vraiment, ça j'y crois vraiment. Et maintenant, je travaille plus que comme ça depuis 2 ans et ça fonctionne. Je suis assez satisfait. Dans le ludique, ce qui pose attention, c'est de toucher, comme le pompon des manèges, toucher quelque chose qui prend panique, qui s'accroche pas au cercle. Non, mais bien sûr, hein. Et en même temps, on t'aime. Voilà, mais si vous voulez, voilà, pourquoi pas. Mais donc, voilà, mais voilà, toi tu fais recommencer, c'est bon. Mais voilà, mais c'est vraiment des fois dissocier cet aspect basket où on est toujours dedans et de l'aspect physique. Et après, par contre, vous avez combien de séances? Vous avez 2 séances, 3 séances, une séance? Personne n'a une séance? Moyenne, c'est 2. Moyenne, c'est 2, c'est ça. Donc, si vous voulez, on ne peut pas passer sur 2 séances, on ne peut pas se passer une demi-heure à faire ça, c'est pas possible. C'est impossible, vous ne ferez jamais ça, c'est pas parce que je vous tonne depuis 45 minutes que vous allez le faire, j'en suis bien conscient. Mais par contre, je vous invite quand même, il y a l'entraînement sur le terrain, il y a l'entraînement en dehors du terrain. Quoi. Moi, je pense que... Hein? Non, mais ça se fait pas. Si, ça se fait. Ah si, c'est ce que Vous arrivez à le faire? Pas avec une preuve. il y a une équipe qui Oui, non, mais d'accord. Non, mais Cadet de France, c'est pas un problème. on fait avant pour les ordres gymnastes, serré aux ordres gymnastes. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, Donc elles viennent un quart d'heure avant, comment on peut... elles viennent un quart d'heure avant, parce que les ordres gymnastes, tu leur les donnes par exemple 18h, 20h, tu dis non, entraînement c'est 17h45, au début de saison, tout le monde est là, et en plus, le pire, on le fait de peu de temps, on le fait peu de temps, c'est qu'elles apprécient énormément ça. Ouais, non, mais c'est possible. Il y a de la Il y a après curiosité ça, par exemple, là-dedans, parce que ça, c'est un peu barbant. mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets 2 côte à côte et je les fais faire des courses sur de la motricité. D'accord? Et donc là, on n'a plus le problème où on se concentre sur les appuis, parce qu'on se concentre sur l'autre et ce qui a envie de dépasser l'autre. D'accord? Donc on se concentre plus vraiment que sur les appuis. Donc on a plus ce phénomène où on veut surtout pas se tromper, on a le phénomène où on veut dépasser l'autre. D'accord? Donc vous faites faire des petites courses comme ça.
Ça vous fait votre pré-échauffement, il y en a pour 5 minutes. Vous faites 2 échelles, vous mettez 5 par échelle, et ça renvoie pendant 5 minutes, vous avez fait votre motricité, et après on n'en parle plus, quoi. Si vous avez envie de le laisser pendant l'entraînement, d'acheter, ça vaut 10 euros, 8 euros. D'accord? Vous en achetez 2-3, là vous faites du travail avec ça sur de la motricité, sur de la technique de course comme je vous montrais tout à l'heure, sur de la vitesse, sur de l'explosivité, et vous avez fait votre échauffement en 10 minutes. Et derrière, il reste 1h20 ou 1h50, ça dépend de basket. Bon, justement, en parlant de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une prévention pour les blessures, même en entraide? Toi? Non. D'accord. Si, ça, oui ou non, au niveau. Non, mais parce que prévention de blessures, c'est là. Est-ce que du fait de faire ça, c'est utile C'est utile, ça, sur tout ce qui est travail d'appui, de réactivité, travail de monter la pointe comme ça sur la technique de course, ça renforce donc, ce qu'on appelle les fibulaires qui sont ici, d'accord? Et ça, c'est très important pour tout ce qui est entorse de cheville. Ok? Entorse de cheville, en gros, si vous voulez la fin sur la prévention de blessures, entorse de cheville, il y a trois moyens de prévention. Il y a tout ce qu'on appelle fréquence et prise d'appui, donc réactivité. Donc le fait d'être rapide sur mes appuis, le fait par exemple de faire de la pliométrie percutée, ça s'appelle. C'est-à-dire par exemple je suis là, je vais retomber et toc, je vais essayer d'être le plus réactif possible. Ça, il y en a, ils font ça, ils restent scotchés au sol pendant une seconde. Et le fait d'être très réactif, d'accord, ça permet d'être très réactif quand le pied notamment part comme ça. Ok, donc de tout remplacer. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est renforcement des fibulaires que je vous disais tout à l'heure. Donc soit vous pouvez le faire, soit vous pouvez le faire comme ça, par exemple, là je reviens, etc. Soit avec élastique. Ça c'est propre. Et ça c'est la troisième chose, c'est proprioception. Donc sur un stable, fermer les yeux pour faire que travailler le propriocepteur des chevilles. Et voilà. Donc il y a les trois domaines. Mais le plus important, contrairement à ce qu'on pense, bon, c'est la proprioception, mais ça c'est vrai, je veux dire, pas tout le monde le fait, mais beaucoup de gens le font. Le plus important, c'est la pliométrie percutée, ce qu'on appelle. C'est le fait d'être vraiment très réactif et la qualité d'appui. Et ça, vous pouvez le faire en travail de prévention, mais vous pouvez le faire surtout dans le travail basket. Parce que la réactivité des appuis dans le travail basket, c'est 30% du travail. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions sur soit si vous voulez ouvrir le truc. J'ai deux questions, parce que j'aime bien discuter avec les préparateurs physiques, parce que comme on n'a pas les connaissances que vous avez, mais on entend beaucoup de choses sur les étirements et puis le gainage. Ouais. Donc est-ce qu'on pourrait avoir ton avis là-dessus? Alors, déjà, sur les étirements, alors on entend beaucoup de choses, c'est-à-dire que sur les étirements, on arrive à entendre du négatif, du positif, tout ça. Donc j'ai déjà parlé des étirements. Moi, je pense que quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que je pourrais rentrer dans le détail sur les étirements activo-dynamiques, sur les étirements passifs, sur les étirements hors entraînement, pendant l'entraînement. Je pense quand même que quoi que tu fasses, si tu fais des étirements, c'est positif. D'accord? Si tu n'en faisais pas avant. Ok? Hein? Mais encore plus sur U13. Parce qu'en U13, c'est pic de croissance pour les filles. D'accord? Il va arriver un petit peu plus tard pour les garçons. Accompagner la croissance avec des muscles qui s'allongent, c'est quand même beaucoup plus simple dans tout ce qui est ligamentaire, tendons, tout ce qui est. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du phénomène quand les gamins grandissent, souvent ils ont cet enroulement-là des épaules. Ok? De par le fait que dès que j'avais mon basket, naturellement, quand je tiens quelque chose comme ça, les épaules, ils sont renfermés. Quand je fais une passe, c'est renfermé. Quand je fais un départ en dribble, c'est renfermé. Quand je tire, c'est renfermé. Et du coup, on a ce phénomène-là. D'accord? Donc, le fait de s'étirer, notamment au niveau lombaire, d'accord, ça va permettre de s'ouvrir. Le fait de s'étirer, notamment au niveau épaule, ça va permettre de s'ouvrir. Sans parler pour l'instant de musculation, où on pourrait travailler sur l'écarté des épaules, d'accord? Le fait déjà de s'étirer haut et bas du corps, ça va permettre d'avoir une certaine posture qui est quand même nettement positive par rapport au non-étirement. Après, un topo sur les étirements vraiment plus spécifiques. En gros, pendant ton échauffement, si tu sais faire les étirements activo-dynamiques, c'est bien. D'accord? Après l'échauffement, après la séance, tu peux t'étirer en gros sur les 4 heures qui suivent la séance, tu peux t'étirer en étirement passif et c'est bien aussi. D'accord? Pour le relâchement musculaire, pour éviter toutes les contraintes, pour éviter les sursollicitations lumineuses, tout ça, c'est pas mal.
Donc voilà, sur les étirements, c'est ça. Sur le gainage, par contre, là, il y a peu, alors j'en ai pas connaissance, mais peu de documents qui vont à l'encontre du gainage. C'est-à-dire que sur le basket, on est quand même sur un sport où c'est uniquement des transferts de force. Donc, exemple, le tir, c'est donner de la force de jambe au bras et justement éviter le fait de pousser avec les bras. D'accord? Pour transmettre la force des jambes au bras, il y a un truc au milieu, c'est le tronc. Plus le tronc est soudé, plus derrière la force va se transmettre. Donc là, le gainage, il est primordial que ce soit dans les aspects techniques ou que ce soit dans les aspects posturaux de vos filles et de vos garçons. Donc ça, vous pouvez en faire, mais alors, j'ai fait l'intervention là-dessus sur la prévention de blessures avec le 15 là, juste avant. Vous pouvez y aller, mais comme vous voulez, dans les bonnes postures. Mais ça, tous les exercices de gainage, je vous invite à en faire. Même en U13, même en U15, après... Je te demandais ça pour le U13, c'est que l'année dernière, ça sur le site de la télé, c'était un médecin qui avait fait il disait quoi? Il disait absolument. Ouais. Il disait qu'il disait quoi? Pas d'étirement en U13. Pas d'étirement. Parce que ça fait des Quel avant l'entraînement. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça le truc. il autorisait. C'est qu'en fait, il autorisait le gainage, c'est sûr. En fait, les étirements, si tu veux, alors, il y a aucun, c'est pas parce que tu t'étires que tu vas te... Il n'y a aucune contre-indication. Le fait, en général, Il y a des micro-sédiments, en gros, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on peut faire, ce que je vous invite à faire, c'est des étirements qu'on appelle de relâchement. C'est-à-dire c'est des postures qu'on va tenir entre 10 et 15 secondes. Et là, derrière, on ne va pas être sur les micro-sédiments, on ne va pas être sur, par exemple, quand on fait des courbatures, c'est qu'à un moment donné, il y a des micro-déchirures qui entraînent une douleur, qui entraînent un saignement. Voilà, et c'est ça les courbatures. D'accord? Si on étire une courbature pendant 3 minutes le même muscle, les micro-déchirements, ils viennent des déchirures. D'accord? Et donc derrière, on est là-dessus. Mais le problème des médecins, etc., c'est qu'ils prennent toujours des cas. Oui, forcément, si toute la journée tu restes comme ça, bon, bah, à un moment donné, les muscles, il va se relâcher. Derrière, si tu te demandes de sprinter, ton muscle il va se relâcher quand il va se contracter, boum, les jambes sont tendineuses, sont cassées. Mais derrière, toi, tu vas pas être là-dessus. Tu vas être sur de l'étirement postural sur 15 secondes comme ça, toc, derrière, tu peux faire ta montée. Voilà. Et après, sur le gainage, par contre, vous pouvez y aller vraiment. Et sur tous les trucs, par exemple, je sais pas si vous avez. Ça arrive souvent chez les filles, où quand ils tirent, toc, on a cet accompagnement-là. Ça, c'est par exemple, c'est problème de gainage. D'accord? C'est un truc que techniquement, on peut régler, mais moyennement. C'est un problème de gainage. Voilà. Autre chose, d'autres questions? Non? Des réactions? Est-ce qu'il vous manque des trucs sur la motricité, là? Bon, après, c'est vaste et en même temps, il faut qu'on passe vite dessus parce que c'est pas. C'est vraiment mettre des outils en place qui soient faciles d'utilisation et qui vous demandent absolument aucun travail. C'est faire des routines, faire des trucs pour votre échauffement, voilà. Et que derrière, ça soit calé dans votre entraînement. Ça occupe les gens qui sont en attente, c'est toutefois il y en a tout le temps, souvent. Et derrière, moi c'est la prépa physique sur la U13, U15, je la vois plus comment utiliser les temps inutilisés comme les temps de rotation d'entraînement, les temps de traversée sur les fondamentaux. Et c'est ces temps-là qui m'intéressent. C'est pas les temps de fondamentaux, ils sont jamais assez longs, les temps de collectif sont jamais assez longs. Mais par contre, les temps de repos sur le collectif, les temps de repos sur les fondamentaux, à mon avis, pour moi, ils sont toujours trop longs. D'accord? Et donc derrière, avoir 1h30 d'entraînement, c'est peut-être prendre les 1h30 et que pendant 1h30, ils aient des choses à faire. Rien c'est l'heure, je sais, mais pas de truc. Si vous voulez des documents sur la prévention de blessures, parce que j'ai eu deux, trois demandes là-dessus, 2-3 questions, vous pouvez me contacter par mail et je vous envoie des milliers de documents. Même chose si vous êtes intéressé par des composantes de la prépa physique. Moi je peux donner tout ce que je fais, il n'y a pas de problème. Donc si vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de droit de ici présent. C'est bon? Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop endormi avant de manger. Merci bien et puis à tout à l'heure.